Joseph Joffo, auteur de nombreux best-sellers, tels Un sac de billes, qui fut un succès mondial, traduit en 16 langues, n'est-ce pas? À peu près. Si vous le dites, c'est que c'est vrai. Bon, Je ne auteur saurais vous les mentir. aussi Dana et son orchestre, Baby-Foot, La vieille dame de Djerba et Tendre été. Et vous êtes sur notre plateau pour nous présenter votre dernier roman, Simon et l'enfant, aux éditions Jean-Claude Lattès. Alors, c'est l'histoire d'un homme, Simon, qui est juif, et d'un enfant, Franck, qui est catholique. Oui, si je devais définir ce livre, je dirais que c'est un livre à multiples facettes. C'est avant tout l'histoire d'un petit garçon de 10 ans qui voit sa mère vivre avec un monsieur qui n'est pas son père. Voilà. Alors il entre immédiatement en état conflictuel avec ce monsieur. Il n'aime pas ce monsieur pour des raisons très précises, très simples. D'abord, il envahit son domaine. Il a l'impression, et c'est peut-être vrai aussi, que ce monsieur lui enlève l'amour, l'affection de sa mère, la tendresse de sa mère, tout ce qu'un enfant est en droit d'attendre de sa mère. Et il aime sa maman d'un amour viscéral, d'abord parce qu'il n'a pas connu son père et que sa mère lui a tout apporté. Et si en plus ce monsieur est juif et que nous sommes en 1942 et que le petit garçon a tendance à ouvrir une certaine radio nazie d'époque, alors il n'a qu'un tout petit pas à franchir pour devenir antisémite et il ne va pas hésiter, il va le franchir. Mais alors il a un antisémitisme qui n'est pas l'antisémitisme virulent d'un adulte, parce que les enfants ont un énorme avantage sur nous, les adultes. D'abord, ils n'ont pas de passé, ils n'ont pas de point de comparaison. Et ça, c'est formidable. Ils vivent l'instant présent. Alors, il va haïr ce monsieur. C'est le premier aspect de ce livre. Oui. Le second, c'est autre chose. C'est comment vont-ils finir par se rencontrer, comment vont-ils finir par s'aimer et à vraiment devenir père et fils dans des circonstances assez étonnantes. Mais je ne voudrais pas tout vous dire quand même. Mais il faut reconnaître que Simon, au début, ne fait rien pour attirer l'affection et l'amour de cet enfant. Oui. Leur rencontre va se situer dans un cadre assez spécifique, puisque nous sommes en 1942, il y a la grande rafle du Veldiv, et ils habitent Montmartre. Ils habitent Montmartre, ce sont des Montmartrois comme moi. D'ailleurs, on ne parle bien que de choses que l'on connaît, on ne peut parler que de ce que nous avons vécu nous-mêmes. Parce que tout à l'heure, je suis passé en radio avec un de nos amis communs, avec Jacques Beaufort, oui. Et Jacques m'a dit, mais pourquoi est-ce que vous parlez toujours de la guerre? Mais justement, est-ce que c'est une période qui vous obsède, ou bien est-ce que vous pensez qu'il faut toujours en parler aujourd'hui? Je crois que chacun d'entre nous se doit d'apporter le témoignage de ce qu'il a vécu pendant la guerre. On peut très bien pardonner, mais ne pas oublier cette époque. Et puis, c'est un moyen d'exorciser mon enfance, d'aller un peu au-delà de moi-même, de me défouler. J'ai deux solutions. Soit je vais chez le psy, soit j'écris. Alors, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Et puis, si en plus, j'ai la chance d'avoir quelques lecteurs, alors merci, ça va au-delà de tout ce que je peux espérer. Franck est un personnage quand même assez exceptionnel, parce que c'est un enfant qui est un vrai enfant. Il a des réflexions d'un enfant, mais en même temps, il a aussi les réflexions d'un adulte. Où avez-vous trouvé ce personnage? Ce personnage existe vraiment. Simon existe. Vous savez, Voltaire l'a dit avant moi, la seule excuse d'un livre, c'est d'être vrai et d'apporter quelque chose de nouveau. J'ignore si mes livres ont ces deux qualités, mais ce que je vous garantis, c'est qu'ils en ont au moins une, car dans mes livres, tout est tiré de faits authentiques. Et c'est le cas de Simon et l'enfant. Vous êtes venu à l'écriture un peu par accident. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes... oisiveté, disons. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes un coiffeur qui écrit ou un écrivain qui coiffe? Vous savez, c'est une très bonne question. Je vais y répondre. Si vous me laissez une seconde, le temps de réfléchir, une seconde, pas beaucoup. Eh bien, je crois que si je devais me définir, je dirais que je suis le seul écrivain qui sache couper les cheveux, mais pas en quatre. Ça, c'est très bien. Vous avez aussi écrit, comme je l'ai dit, plusieurs best-sellers. Alors, est-ce que vous avez une formule magique? Parce que, dans le fond, presque tous vos livres sont des best-sellers. Oui, non, il n'y a pas de formule magique. Vous ne pouvez pas obliger 500 000 lecteurs à rentrer dans les librairies, à acheter vos livres. Je crois qu'un livre, c'est un peu l'auberge espagnole. Chacun d'entre nous, il trouve ce qu'il veut bien y apporter soi-même. Mais je tiens à vous remercier d'abord de m'avoir invité. Et je voudrais en profiter pour remercier aussi les enseignants qui font étudier mes livres en classe, qui sont venus me voir à Paris, qui m'ont écrit et qui m'ont dit qu'à travers mes livres, ils arrivaient à mieux faire comprendre à leurs élèves ce qu'avait été la vie de deux enfants juifs pendant la guerre. Comment écrivez-vous? Est-ce que vous écrivez seul ou bien est-ce que vous écrivez avec plusieurs personnes ou bien est-ce qu'il y a quelqu'un qui lit vos manuscrits avant? Comment ça se passe? Honnêtement, je suis mon premier lecteur. Et lorsque j'arrive à m'arracher un sourire sur une page,
c'est déjà pas si mal parce que je suis très mauvais public. Ensuite, je me fais lire par mes enfants, ma femme, tous les gens que j'aime. Parce que vous savez, au début, quand j'ai écrit Le Sac de billes, je pensais pas du tout écrire un best-seller. Je pensais me faire éditer à compte d'auteur. Alors, il n'était pas question pour moi de faire une carrière littéraire, loin de là. D'ailleurs, le jour où j'aurai plus rien à dire, 3 petits tours et puis s'en vont. Je retourne à mes ciseaux et à mon peigne. J'ai un merveilleux métier qui m'a tout apporté dans ma vie. Et bon, j'écris tant que j'ai quelque chose à dire. Vous avez des gens qui parlent pour ne rien dire, d'autres qui écrivent pour ne rien dire. Bon, je crois que dans mes livres, malgré tout, je le dis en toute humilité, bien sûr, je crois qu'il se passe toujours quelque chose dans mes livres. Votre frère a eu quelques ennuis avec la loi récemment. Oui, Est-ce que c'est quelque chose qui vous influence? Qui m'a profondément choqué, bien sûr. Est-ce que ça vous influence dans votre travail Mais aussi? je ne suis pas son juge, je suis son frère. Et je tiens à le dire et à le répéter. Maurice a été pour moi un garçon absolument fantastique pendant la guerre, alors que nous étions entre les griffes de la Gestapo, que les Allemands lui ont dit, j'étais là, j'étais présent, tu as 48 heures pour nous ramener la preuve que vous n'êtes pas juif, ton frère et toi, sans ça, si tu ne reviens pas, on coupe ton petit frère en morceaux. Eh bien, vous savez, Maurice est revenu, il est venu chercher son frère. Alors je crois aussi que toute cette affaire a été démesurément gonflée par la presse, la radio, et puis je crois que la première qualité d'une justice, c'est d'être sereine et discrète, ce qui n'a pas été le cas dans l'affaire de mon frère. Vous l'avez vu où cela peut mener dans l'affaire de Laroche, Villemain, l'affaire de Poitiers aussi. Vous savez, jusqu'à la preuve du contraire, il reste à prouver que mon frère est le grand Maurice, comme on l'a dit. Très bien. En tout cas, Joseph Jeufold, je vous remercie beaucoup d'être venu sur notre plateau, nous présenter votre livre, Simon et l'enfant, aux éditions Jean-Claude Lattaz. Une lecture que je vous recommande pour cet été. Merci Joseph Jeufold.